Le webinar, la thématique du webinar, comme je le disais, sujet d'actualité, changement d'état d'esprit du manager qui ne doit plus accompagner ses équipes comme il le faisait traditionnellement, mais plutôt donner du sens à chacun et à son accompagnement. Pour ce webinaire, 2 intervenants, Jean-Louis Ferrin, directeur du cabinet conseil du groupe Ferrin. Je laisserai les personnes se présenter. Et puis Philippe Georges, qui est président de Polymath, ex-DRH d'Erial, qui lui donnera sa vision de l'intérêt de mettre en place ce nouveau type de management. Écoutez, je laisse maintenant la parole à Jean-Louis qui va vous présenter les modalités de ce nouveau management. Bonjour, bonjour. Écoutez, on est bien content que la technique soit de notre côté maintenant. Donc, j'espère que vous recevez bien également le PowerPoint. N'hésitez pas à nous répondre et à nous envoyer des messages également par chat, si on peut se positionner sur le début du PowerPoint. Donc, passer du management traditionnel au management porteur de sens. Donc, ce qu'on vous propose avec cette formation manager certifié intelligence projective, c'est effectivement d'accompagner le changement de posture des managers dans un monde qui est en plein changement, en pleine transformation. On va voir un petit peu de quelle façon. D'abord, je me présente rapidement. Donc, Jean-Louis Ferrin, j'ai 57 ans, je suis le créateur d'un petit groupe de ressources humaines qui intervient en recrutement, qui intervient en accompagnement de la mobilité et qui intervient également en formation. La caractéristique du cabinet, c'est que, de par nos activités, on a été amené à faire un programme de recherche et développement avec le Collège de France pendant 2 ans, qui s'est terminé en 2013 et qui avait pour thème la prise de décision en environnement professionnel. On s'est aperçu assez rapidement qu'on a commencé qu'en travaillant sur la prise de décision en environnement professionnel, on touchait à des éléments qui sont des éléments de motivation, d'identification des ressorts de la motivation des salariés, qu'ils soient managers, dirigeants ou équipiers, et que le Collège de France, en 2013, vous a dit, écoutez, vous pouvez valablement appeler ce sur quoi on vient de travailler la définition de l'intelligence projective des individus. Donc, en découvrant un petit peu tous ces mécanismes de la prise de décision des individus, on s'est aperçu effectivement que ça permettait d'identifier des points clés, qui sont des points clés de ressort de la motivation, dans quelque type de contexte que ce soit, et qu'il était important que ces points clés puissent être soutenus, en particulier par les managers, dans la motivation de leurs équipes. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler rapidement un peu du contexte de l'entreprise d'aujourd'hui, des travaux de recherche et développement qu'on a pu faire, les fondamentaux de l'IP, et en quoi il est intéressant de transmettre ces informations aux managers pour les rendre plus efficaces et pour asseoir leur philosophie de management, pour accompagner une posture différente, parce que le monde est différent aujourd'hui. Donc, le contexte de l'entreprise d'aujourd'hui, d'abord, il y a un contexte externe que vous voyez sur la droite, qui est le VUCA World. Le VUCA World, ce n'est pas nouveau, on en parle depuis 2014 maintenant. C'est un monde vulnérable, un monde incertain, un monde complexe, un monde ambigu. Tout ça crée beaucoup d'insécurité à la fois pour les managers et les salariés. Et ça induit des business models qui sont différents. Donc des business models sur de l'ubérisation, on a de la mondialisation, des gens qui fonctionnent différemment avec les nouvelles technologies, c'est tout ce qui est digitalisation. Et puis également, on a une population qui arrive sur le marché qui est différente, qui va penser différemment, tout simplement parce qu'elle est perfusée à des nouvelles connaissances. Et donc, elle est en attente d'une autre posture managériale que la posture managériale traditionnelle. Tout ça fait que dans l'entreprise, on a des questionnements qui sont des questionnements sur les valeurs, sur le sens, des gens qui veulent être de plus en plus autonomes, qui veulent être dans un partage d'informations, qui ont envie d'innover. En tous les cas, l'entreprise a envie que les salariés innovent, et des gens qui doivent globalement s'adapter à un monde qui est en perpétuel changement. On va tourner. Donc, si vous voulez, le manager traditionnel, pendant longtemps, il a été dans le command and control. On a évolué ensuite vers du manager coach, c'était déjà une progression. Mais le métier du manager, là vous l'avez sur le PowerPoint, c'est 4 grandes cases qu'on connaît très bien, qui sont le pilotage de l'activité,
la maîtrise des coûts, la fixation de la performance et le management des équipes. Ça, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Le manager, il aura toujours à faire ça. Maintenant, comment animer ses équipes du mieux possible au travers de ces 4 cases. C'est ce qu'on propose de travailler lorsqu'on vous propose un programme de formation manager intelligence projective. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que l'entreprise est traversée par toutes les avancées de la science, des sciences, qui font qu'il y a des fortes innovations technologiques. Mais de la même façon, il y a énormément d'avancées scientifiques sur la connaissance du fonctionnement de l'individu. Et à un moment donné, il faut rééquilibrer ces 2 plateaux de la balance, sinon on a des gens qui se démotivent, qui sont dans une incapacité à comprendre comment, au niveau des comportements, faire face à ce monde qui évolue. Donc c'est ce qu'on vous propose dans un programme de formation Manager IP, c'est de transmettre toutes ces connaissances, tout simplement pour mieux manager, asseoir du sens pour les managers et pour les équipes. Passer du command and control, donc, on va passer à la slide suivante, au share and success. C'est ce qu'on se propose dans la formation Manager IP. Share, c'est partager. Partager quoi? En fait, c'est partager de l'information. C'est de l'information ciblée sur les points clés de la motivation individuelle qu'on va voir tout à l'heure. Il faut que les managers comprennent les ressorts de la motivation individuelle dans leurs équipes, les ressorts de leur propre motivation pour être en capacité de bien manager. Tout ça doit permettre de travailler une notion de sens, c'est-à-dire de confiance et d'engagement dans les responsabilités. Comprendre comment les gens fonctionnent, ça leur permet d'être dans une meilleure qualité de vie au travail. Il s'avère qu'aujourd'hui, la reconnaissance de l'intelligence projective individuelle et collective, ça porte à plus d'autonomie, ça porte à mieux collaborer, et c'est porteur de créativité et d'innovation. Et tout ça, ça va se faire par l'animation des individus, par un changement de posture du manager. C'est un changement de posture qui va lui faire du bien, qui va lui permettre d'être plus à l'aise avec lui-même et plus à l'aise dans l'exercice de ses responsabilités, simplement parce qu'il comprend comment il fonctionne et comment fonctionnent individuellement ses équipes. Alors, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, qu'on a pu identifier ces points clés? Je vais vous donner quelques éléments là-dessus, sur 3 grands axes de recherche et développement du champ de la connaissance du fonctionnement des individus. Si on passe à la slide suivante, les travaux de recherche et développement qu'on a pu mener portent sur 3 grands thèmes très importants. Donc, le premier, c'est un constat en neurophysiologie. Un constat c'est Alain Berthoz, le patron de la recherche et développement en neurophysiologie au Collège de France, qui nous explique qu'on a tous un cerveau projectif. La principale caractéristique du cerveau humain, c'est d'être projectif. On a besoin, on est une machine à faire du projet. Maintenant, pour alimenter ces projets, il faut qu'on apprenne à se servir de ce cerveau projectif. Il nous faut suffisamment d'informations pour devenir acteur de notre propre développement. C'est comme si on avait une voiture au garage, mais à un moment donné, il va falloir mettre le starter et la faire fonctionner. La faire fonctionner, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. C'est le 2e pavé que vous voyez là, avec la photo d'Albert Bandura, qui est le gourou de Stanford University depuis plus de 35 ans et qui est un des pères de la théorie socio-cognitive aux États-Unis. Et qui a identifié, avec beaucoup d'expériences cliniques, ce qu'on appelle l'agentivité des individus. L'agentivité, c'est un terme qui est aujourd'hui repris dans nombre de directions pédagogiques, notamment des grandes écoles et des écoles de commerce, à HEC, à l'ESSEC et à l'ESCP en particulier. On n'en parlait pas de l'agentivité il y a encore 2 ans. Depuis le début de l'année, on commence à entendre ce mot. Alors, qu'est-ce que recouvre ce mot? L'agentivité, c'est 4 grandes facultés de l'individu qui sont des facultés cognitives. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'il y a matière à former des managers là-dessus. Cognitive, ça veut dire qu'on peut les apprendre. On a besoin d'apprendre à être agentif. Et ça passe par 4 grands thèmes. Une capacité d'anticipation, une capacité d'autoréflexion, une capacité d'autorégulation, et une capacité de recherche de finalité et de sens. Alors, ce sont des grands mots, mais ce sont des facultés qu'on est capable de mettre en œuvre à partir du moment où on reçoit de l'information. On va voir quels sont les points clés sur lesquels on a besoin de recevoir de l'information pour être en capacité de se projeter
individuellement dans la gestion de sa carrière et dans le projet d'entreprise, hein, qu'on soit manager ou qu'on soit membre d'une équipe. Donc, il est important qu'un manager sache que c'est comme ça qu'il fonctionne lui et que fonctionnent les membres de son équipe. Ça, c'est le deuxième item. Donc, un cerveau projectif et une capacité à conduire ce cerveau projectif. Une fois qu'on sait comment on fonctionne mécaniquement, qu'on sait comment mettre en action la machine, ben, il va falloir trouver une destination. Cette destination, on va trouver des fondamentaux dans les travaux d'Antonio Damasio. Alors, il n'y a pas que lui, hein, évidemment, mais qui est un neuropsychologue et qui travaille sur tout ce qui est empathie. L'empathie, c'est certes se mettre à la place de l'autre, mais c'est aussi être en capacité de choisir. C'est une théorie du choix. C'est être capable de dire oui, j'y vais, non, j'y vais pas, ou oui, j'y vais, mais à telle condition. Hein, c'est sous cet angle-là qu'on va intégrer l'empathie dans l'intelligence projective. C'est tout à fait fondamental. On a besoin, tout un chacun, qu'on soit manager ou équipier, à un moment donné, de se solidariser d'un projet collectif dans lequel on va trouver du sens et une cohérence avec ses propres valeurs. Il faut un plus petit dénominateur commun qui nous réunisse pour travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'il est très important qu'une entreprise écrive son projet stratégique, son projet d'entreprise et ses valeurs. Hein. On ne motive pas des individus sur le fait de faire 10% de croissance annuelle et 15% de résultats nets. On le fait sur le fait de se dire on va être les meilleurs dans notre domaine et on va être reconnu pour notre excellence. Donc ces trois grands items, hein, le cerveau projectif, l'agentivité et l'empathie, ce sont des trois thèmes tout à fait fondamentaux que les managers doivent connaître pour être en capacité, eux, de se solidifier dans l'exercice de leurs responsabilités et pour pouvoir accompagner leurs équipes individuellement et collectivement, hein, dans la performance. Donc, on était sur des enjeux de share and success. Hein. Share, c'est partage d'informations. Ben, il va falloir que le manager renvoie de l'information ciblée qui permette aux gens de mettre en action leur cerveau projectif, leur intelligence projective, sans quoi ils en sont tout à fait incapables. Hein. On aura toujours des gens qui ne seront pas motivés. Et même les managers eux-mêmes, ce n'est pas un scoop, hein. Ils sont souvent très peu à l'aise avec l'exercice de leur responsabilité dans le monde dans lequel on vit. Il faut bien faire ce constat, c'est que dans un monde en transformation tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui, parce qu'il y a des progrès technologiques, des progrès scientifiques, ben, on a les mêmes progrès au niveau des sciences humaines, hein, qui permettent de faire face à la complexité du monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, si on va à la slide suivante, les 4 fondamentaux de l'IP, hein, les fondamentaux de l'intelligence projective, si on pouvait les résumer, quand on est sur le share and success, quelles sont les informations que l'on doit délivrer aux équipes et que les managers doivent pouvoir maîtriser et avoir de l'aliment là-dessus, hein, ils doivent pouvoir transmettre de l'information. Bah, le cerveau, conformément à ce schéma, va développer des stratégies de route, là on vous les a mis chemin, et des stratégies de carte. C'est les ronds que vous avez. Sur le chemin, hein, c'est l'arrière du cerveau, c'est la mémoire de ce qu'on a pu apprendre, c'est comment on a cheminé, hein, pour arriver à l'endroit où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chef de produit dans une équipe marketing. J'ai mené un chemin de développement personnel et professionnel qui me permet d'assumer le poste. Hein. Et je vais m'inscrire dans la carte, si vous voulez, du département marketing au sein de l'entreprise. Pour arriver à ce poste-là, j'ai développé des aptitudes, c'est le A que vous voyez. Hein. Des aptitudes, c'est-à-dire au sens classique du terme, hein, c'est du savoir-être. J'ai développé des compétences et j'ai développé des que le manager puisse renvoyer de l'information à ses équipes sur le savoir-être des individus, sur leurs compétences et sur leur motivation. Compétences, ça donne des motivations, il y a du sens qui se met dans la combinaison des deux. Et bien, il va falloir simplement que le manager soit en capacité, hein, d'accompagner, donc il faut qu'il ait des éléments. Hein. Qu'est-ce que c'est que du savoir-être? C'est la typologie comportementale jungienne, c'est le seul outil qu'on puisse avoir et qui est enseigné à l'université.
Bien déterminer ce que c'est qu'une compétence et les compétences attendues sur un poste, et quelles sont les motivations dans tout ça, est-ce que ça a du sens pour moi, hein. Et puis, il va falloir que dans les équipes, les gens comprennent bien 3 points clés qui sont le territoire, le travail ensemble et la stratégie du collectif auquel on appartient. Donc, le manager doit veiller à ce que chacun soit bien ancré dans son poste, qu'il sache ce qu'il a à faire, hein, et qu'il soit en capacité de bien le faire. Au sein d'une organisation, il va falloir renvoyer des éléments d'organisation pour que le salarié puisse s'auto-réguler. Et également, il va falloir renvoyer aux salariés des éléments de stratégie collective pour qu'il y ait du sens qui puisse se mettre en place. Le share and success, si on a du share, c'est-à-dire qu'on est capable de renvoyer de l'information sur ces 6 points clés, on sera successful au niveau de la performance de l'équipe. Sur ce schéma, vous voyez qu'il y a un chemin qui permet d'arriver à un endroit de la carte, c'est le début du schéma. Il va falloir renvoyer aussi de l'information sur le T+1, hein, demain, quel est le chemin qu'on va prendre pour arriver à un endroit de la carte différent, notamment quand il y a des enjeux de transformation dans une entreprise. Donc, c'est un des éléments, enfin, c'est ce qui va perfuser, si vous voulez, cette compréhension, les formations qu'on mène auprès des managers certifiés IP, pour qu'ils comprennent bien, si vous voulez, le travail qu'ils ont à faire. Un travail d'accompagnement d'un processus naturel chez tout un chacun. Ça permet également au manager de se recaler sur ses propres motivations. Donc, c'est tout à fait important. Il va se solidifier dans l'exercice philosophique de sa responsabilité. Je ne sais pas si je suis dans les temps, si je dépasse un peu, mais bon. On va continuer. Donc, il faut avoir en tête, si vous voulez, si on veut recaler un peu l'intelligence projective par rapport au grand thème du management, on peut dire que l'intelligence collective, c'est un tuyau logistique. L'intelligence collective, c'est de la systémique. C'est ce qui se met en place dès qu'on a 2 acteurs qui commencent à travailler ensemble. C'est naturel, c'est de l'organisation. On ne sait pas pourquoi, mais ça se met en place comme ça. C'est ce qui fait que 1 + 1 égale 3. Qu'on a 3, on est plus fort à 2 ou à plusieurs. Ensuite, on a eu le thème de l'intelligence collaborative, c'est qu'est-ce qui passe dans ce tuyau d'échange organisationnel qui permet d'être centré sur la tâche et de bien la faire. Donc, on a beaucoup parlé d'intelligence collaborative jusqu'à présent, et puis à un moment donné, on s'est posé la question, oui, on aurait besoin d'une intelligence collaborative porteuse de sens. Ce traitement du sens, en fait, c'est l'intelligence projective, c'est comprendre pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on fait tout ça? Vous avez 3 flèches. En fait, vous avez un individu qui va s'engager vis-à-vis d'un collectif. C'est le slide suivant, en fait. Les fondamentaux de l'intelligence projective, on a toujours un individu qui va rêver la place qu'il veut prendre dans un collectif. Le collectif va lui renvoyer une réalité de fonctionnement attendue. L'individu va pouvoir revisiter sa vérité grâce à son agentivité, il va s'autoréguler, il va être dans l'autoréflexion, il va trouver du sens et de la finalité, il va être capable d'anticiper. Et là, il va pouvoir se réinsérer dans le collectif en étant performant et de façon motivée. Donc l'intelligence projective, c'est la capacité d'un individu à s'inscrire dans le projet de l'entreprise, mais ça relève également de l'entreprise, c'est pour ça que l'entreprise doit certifier ses managers intelligence projective. Elle doit prendre en considération les projets individuels. Et pour ça, c'est un changement de posture chez les managers qu'il faut accompagner. Si on passe à la slide suivante, voilà. Écoutez, je pense que je suis à peu près dans les temps. Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on n'a pas vos réactions par chat. Je ne sais pas pourquoi. Je suis connectée, mais par contre, un des participants Frédéric qui est devrait connecté. me faire parvenir les questions, les remarques. Ouais. Alors la dernière fois, ça avait très bien marché techniquement. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ça ne marche pas. C'est bien dommage. D'autant plus que vous êtes nombreux à nous suivre là. Écoutez, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer la parole à Philippe Georges, qui est l'ex-DRH d'Erial, qui est une grosse SS2I de 800 personnes, et qui a pu expérimenter effectivement ce changement de posture des managers en leur inculquant la compréhension de l'intelligence projective. Philippe, c'est à toi. Merci Jean-Louis.
Bien, donc on va passer au transparent suivant. Très vite, peut-être quelques mots pour dire que sans vous insuffler la totalité de ma carrière, mais en fait, en gros, j'ai une expérience de créateur d'entreprise que j'ai gardé une dizaine d'années, que j'ai revendu, et puis j'ai travaillé un certain nombre d'années au sein du groupe Deutsche Telekom, où là j'étais plutôt dans des fonctions de marketing, business développement, stratégie. Et puis j'ai rejoint la SS2I Erial, où j'ai repris la totalité des fonctions support à l'exception de la finance. Et donc je suis passé d'un rôle où j'étais en collaboration avec les ressources humaines, souvent pour le meilleur, c'est-à-dire des fusions, acquisitions, la GPEC, etc. Et puis parfois pour le moins bon, les cessions, les PSE, enfin bon, j'en passe les meilleurs. Mais là, je suis passé d'un rôle où je travaillais avec les ressources humaines à un rôle où j'avais en charge notamment les ressources humaines. J'ai trouvé ça particulièrement passionnant j'ai vu aussi toute la difficulté que pouvaient avoir parfois les ressources humaines pour ce qui était de synchroniser l'évolution de l'entreprise qui répond à un certain nombre de logiques, et notamment l'évolution des cycles produits, la situation du marché, justement les fusions, les acquisitions, etc., avec l'évolution des compétences des personnes qui, là, peut répondre à une autre logique qui est celle des entrées et des sorties de personnel, des capacités de formation, de l'image de l'entreprise sur le marché du travail, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail de fond à réaliser à ce niveau-là. Et dans ce contexte-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis Ferrin et de comprendre cette logique justement de l'intelligence projective et ce qu'on pouvait en tirer en termes de management. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a brillamment expliqué Jean-Louis, mais de façon très simple, ce que j'en ai retenu, c'est sur la droite du transparent, c'est à la fois une dimension individuelle au niveau de la personne, bien comprendre quelles sont ses aptitudes, c'est-à-dire ce qu'elle sait faire naturellement, ce qui fait partie un peu de ses caractéristiques, on pourrait dire, je sais aller vers les autres, j'ai le goût de la synthèse, Ensuite, les compétences, c'est ce qu'on a appris à faire et ce qu'on fait quotidiennement. Les motivations, c'est ce qu'on aime faire. Et puis ensuite, resituer ça dans un collectif, c'est-à-dire quelle est ma place au sein de ce collectif, comment j'interagis avec ce collectif, et enfin, quelle est la stratégie générale de ce collectif. Et puis ensuite, ce qu'a expliqué Jean-Louis tout à l'heure, qui me paraît important, c'est je dois en permanence être dans une logique d'interaction avec ce collectif, c'est-à-dire aller à la fois rechercher de l'information pour passer quelque chose que j'imagine, qu'on peut qualifier de rêver, à une réalité que va m'envoyer le collectif, mais aussi être capable d'insuffler ma propre vérité, ma propre existence, mon propre positionnement au collectif. Donc, à un moment donné, retourner vers le collectif quand on a mieux mûri un certain nombre de choses. Alors, à quoi ça peut servir cette logique-là? Parce que ça peut servir à tout un tas de sujets, mais notamment au niveau d'une direction des ressources humaines. Alors, en fait, le DRH, il est à la fois manager, mais aussi manager par influence, parce que il a en charge tout un tas de sujets pour lesquels il n'est pas nécessairement en prise directe avec les équipes. Donc, bien entendu, c'est un modèle qui peut tout à fait servir pour la gestion des carrières, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tout ce qui est relatif à la communication interne. Il y a beaucoup d'entreprises où la communication interne est un peu trop sous la forme ce que moi j'appelle la communication Walt Disney. Alors, il en faut un peu, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut insuffler de la motivation et on ne fait pas ça en faisant une communication négative. Mais néanmoins, la communication doit être porteuse de sens et donc elle doit s'inscrire dans cette fameuse logique ACM, TWS pour que chacun s'y retrouve et arrive à s'insérer dans une dynamique collective. Ensuite, je pense que en termes d'utilisation directe, il y a aussi le dialogue social. Ce n'est pas toujours la partie la plus facile, mais
bon, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'avais néanmoins un certain nombre de syndicats réputés difficiles. Mais par contre, les personnes en tant que telles, je suis peut-être bien tombé, avaient cette capacité à comprendre les choses quand on leur expliquait. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'était tout le temps en tranquillité, mais néanmoins, à partir du moment où les choses sont bien expliquées, resituées dans un collectif, resituées par rapport à une stratégie, ça facilite les échanges et ça facilite les évolutions. Le deuxième point pour lequel, et là c'est un peu ce que j'appelle le management indirect, c'est pour le DRH, c'est faire évoluer les managers. La problématique du DRH, c'est que soit il arrive à agir en amont, c'est-à-dire à transformer les comportements, à développer de nouvelles pratiques, soit il est obligé d'agir en aval, et là, malheureusement, c'est plutôt réagir qu'agir, et malheureusement, il faut confronter à des situations qui ne sont pas forcément faciles, et qui vont devoir se traiter soit dans le cadre d'un litige, soit dans le cadre d'une situation prud'homale, soit si c'est encore plus grave, ça peut se traiter au pénal, donc il vaut mieux éviter d'en arriver là. Il y a deux grandes tendances aujourd'hui. Il y a d'une part une évolution nécessaire des managers, d'une part parce que les nouvelles générations ont des aspirations nouvelles, elles demandent à la fois plus d'autonomie, elles ont des modes de fonctionnement différents et il faut réussir à insérer les pratiques managériales pour à la fois les attirer et les fidéliser, et puis ensuite être capable d'en tirer le meilleur. La deuxième chose, c'est que les managers doivent contribuer à l'évolution des équipes, parce qu'une entreprise évolue. Si les équipes elles-mêmes n'évoluent pas, au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation de crise. Et ce modèle est particulièrement adapté, parce que manager, c'est pas une situation facile. Quand on voit ça de loin, ça paraît très simple, mais dans la pratique, c'est des gens qui sont à la fois confrontés à des problématiques terrain, qui ont la pression de leur propre management, qui sont généralement surchargés de travail, et il faut absolument leur donner un certain nombre de clés qui leur permettent d'évoluer et surtout de guider leurs actions. Et donc, un manager qui est confronté à une équipe, enfin confronté en tout cas qui travaille avec une équipe et qui a besoin de la faire évoluer, le modèle ACM-TWS va lui permettre d'aider son équipe et de comprendre individuellement les personnes et de faire fonctionner collectivement l'équipe. Donc je pense que le cycle manager IP trouve tout son sens, ne serait-ce que pour cette seule problématique-là. Ensuite, on a les aspects légaux, donc la prévention des risques psychosociaux et son pendant positif, la qualité de vie au travail, qui sont aussi des éléments importants, et notamment, tout à l'heure, j'évoquais les risques sur un plan pénal, et effectivement, là, on est dans une situation qui généralement sensibilise bien les dirigeants d'entreprise et les directeurs des ressources humaines, parce que le risque est relativement important. Et en même temps, il faut que les managers puissent manager, puisque c'est leur rôle, donc ils ont besoin d'avoir un certain nombre de références leur permettant de le faire. Ensuite, on a bien entendu tout ce qui concerne l'entretien professionnel, qui a été donc dans la loi de 2014 et donc qui est maintenant en place aujourd'hui. Et dans cet entretien professionnel, l'objectif, c'est quand même que chaque collaborateur puisse se situer dans sa carrière et puisse situer son évolution. Et on se rend compte que bien souvent, les personnes qui sont rencontrées en entretien professionnel ont une difficulté à se positionner dans leur évolution. Donc c'est important que les managers soient formés et les aident ou les accompagnent dans cette capacité d'évolution. Ensuite, on a quelque chose qui à la fois est un phénomène de mode, mais qui en même temps a une profondeur. Alors, le phénomène de mode, mais ça, le monde managérial est malheureusement très souvent dans ce type d'errement, mais il y a une vraie réalité derrière, c'est qu'on est dans un monde en réseau et qu'on ne peut pas travailler dans un monde en réseau comme on travaillait par le passé. Et ce monde en réseau, donc on appelle ça l'entreprise libérée,
cette manière de travailler en réseau, ça a une implication forte qui est de partager l'information et d'avoir une vision claire sur l'objectif que l'on poursuit et son positionnement, son rôle au sein de l'objectif. Donc là, encore une fois, le manager qui a été formé à l'intelligence projective, pas formé à l'intelligence projective, ils ont formé à l'utilisation, à la bonne utilisation de son intelligence projective et sa capacité à aider les autres à bien l'utiliser également, va trouver tout son sens dans cette logique d'évolution parce qu'il sera plus à même de comprendre et de donner les moyens de repenser, de travailler ensemble, de partager la stratégie, de mieux permettre aux personnes de se situer dans un collectif. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si, visiblement j'ai l'impression qu'on arrive à récupérer maintenant les chats, donc du coup on va pouvoir répondre à vos questions. Donc je ne sais pas, peut-être... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas encore tout sous les yeux. Précise qu'on enverra la présentation en personne. Donc, on me dit de vous dire que la présentation vous sera envoyée, donc vous pourrez la récupérer. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions? Si vous avez des réactions, des questions, on est à votre disposition. Je pense qu'en termes de timing, bon, ça va, on a encore quelques minutes devant nous. N'hésitez pas. Tu veux que je redise un mot? Oui, donc merci Philippe pour ce témoignage qui est bien intéressant et qui est très opérationnel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on reçoit vos questions et on peut y répondre si vous en avez. Et donc, on est à votre disposition. Je voudrais bien insister sur le fait que dans cette certification Manager Intelligence Projective, on ne fait pas que de l'intelligence projective, on revisite les 4 champs de responsabilité d'un manager, qui sont le pilotage, le contrôle des coûts, la performance et l'animation des hommes, au prisme de l'intelligence projective, c'est-à-dire en quoi, dans l'exercice de ces responsabilités, de ces 4 grands champs de responsabilité, il va pouvoir mettre de l'intelligence projective. Une question d'Olivier. Alors, on a une question d'Olivier. Merci pour ce témoignage. Et comment avez-vous concilié les impératifs business avec ces transformations? Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Les impératifs business, on va les retrouver dans la compréhension de la stratégie, les informations que le manager va pouvoir délivrer sur la stratégie. On a accompagné très récemment une structure qui travaille dans la distribution spécialisée par Internet, en fait, qui sont des fournisseurs de matériel de bureau. Et effectivement, une des grandes difficultés des managers, c'était de dire, mais à mes équipes, ils me posent des questions sur la stratégie de l'entreprise et je ne sais pas quoi leur répondre. Et donc, on a fait remonter l'information à la DRH et au directeur membre du CODIR, qui nous a dit, bah oui, mais écoutez, pour l'instant, c'est pas évident, on n'a pas encore construit notre projet d'entreprise, on est en train de travailler dessus. Rien que le fait de pouvoir dire qu'on est en train de travailler dessus, ça donne des éléments, si vous voulez, qui sont tout à fait nécessaires pour dire aux gens, oui, on est en train de travailler dessus, ça va avancer, mais on sait que vous avez besoin de cette information. Et ça, déjà, les gens ne se sentent plus seuls. Alors, évidemment, la performance, elle va s'installer à partir du moment où il y a des axes stratégiques qui sont clairs, que le manager a reçus et qui peut retransmettre à ses équipes. Là, on est capable, si vous voulez, ensuite de construire un discours business, de comprendre qu'il y a des changements dans les habitudes de distribution, que ça inclut des changements de métier, des changements d'organisation. Dans ces éléments stratégiques, alors je ne sais pas si c'est bien ce que vous entendiez par impératif business, mais voilà un élément de réponse très concret là, que je peux vous donner parce qu'on a traité le cas il y a 3 semaines. Il y a également une question de Michel pour savoir si c'est adapté à des populations ouvrières, car ça lui semble clair pour des cadres très éduqués. D'accord, alors ça c'est aussi très intéressant parce qu'on a constaté en fait que même si tout le discours qu'on vous donne là paraît très théorique, on a accompagné des gens. Alors on était dans le Jura, auprès d'une structure
qui fabrique de l'étaiement et de l'étaiement lourd, des coffrages, si vous voulez, pour le BTP, et qui fonctionnait en 3/8. Et là, il y avait des équipes, si vous voulez, qui étaient managées par des directeurs, des responsables d'équipes, qui partaient tous en retraite. Dans les 3 ans qui venaient, le directeur industriel nous appelle et nous dit « Écoutez, j'ai besoin de vous parce que les gens qu'on a identifiés pour succéder à ces 3 chefs d'équipe, il n'y en a pas un qui veut prendre le poste. » Et on les a accompagnés en intelligence projective. C'était des gens qui n'avaient même pas le CAP. Hein. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme qu'ils n'ont pas un cerveau projectif. Et en les faisant travailler sur leurs aptitudes, leurs compétences, leurs motivations, sur le poste, sur l'organisation globale et sur la stratégie de la boîte, ils ont pu également développer leur propre stratégie et se dire si le poste, on va le prendre. Et les 3 ont pris le poste. Alors pour la petite histoire, je peux vous dire ce qui coinçait. Ce qui coinçait en fait, et c'est là où on voit la dimension coaching de l'intelligence projective, les 3 personnes qui avaient été envisagées, en fait, nous ont toutes dit, après les avoir travaillées un petit peu, mais c'est arrivé quand même assez vite, on ne peut pas passer du côté du patron. Si on devient chef d'équipe, on va passer du côté du patron. Et là, ils ont pu transgresser à un moment donné une éducation et se dire, oui, mais moi j'ai une famille. Enfin, ils ont pu remettre du projet personnel dans leur projet professionnel, penser à eux et prendre des responsabilités qu'ils étaient tout à fait en capacité personnelle et professionnelle de prendre. Donc, ça fonctionne très très bien. Il suffit juste, si vous voulez, que le discours soit adapté, mais le mode de fonctionnement d'un individu, qu'il soit surdiplômé ou qu'il ne soit pas du tout diplômé, il est absolument le même. Tout individu est capable de prendre une décision qui est bonne pour lui, dans la mesure où on lui a donné les bonnes informations, sur des points clés sur lesquels il faut le faire travailler. C'est aussi simple que ça. Donc, je peux vous assurer que ça marche très très bien avec des gens qui n'ont pas de diplôme. Alors, je pourrais vous donner aussi des exemples avec des gens qui sont polytechniciens et qui se cognent sur plein de vitres parce qu'ils pensent avoir des parcours très normés et qu'on a accompagnés aussi et qui ont fini par trouver des choses qui les motivent réellement en dehors d'une projection très normative qu'ils avaient de leur parcours professionnel. Par rapport à la question précédente, il y a Olivier qui souligne que ça dépend aussi de la maturité des codires. Oui, alors, il y a Olivier là qui nous parle de la maturité des codires. Effectivement, la maturité des codires dans tout ça est très importante. On accompagne notamment le codir d'une très importante entité dans les services financiers d'une grande banque. Ça représente plus de 3600 personnes et effectivement tout l'enjeu de la direction générale est de faire évoluer les comités de direction sur la compréhension du fonctionnement de leurs équipes dans des enjeux de transformation très importants parce qu'ils sont très bons évidemment pour les codires pour voir comment évolue le marché, pour envisager des changements de business model, les changements d'organisation induits par le changement des business models. Ils ne se rendent pas forcément compte, effectivement, de ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que ce qui va de pair avec les évolutions technologiques, il y a également l'évolution de la compréhension du fonctionnement de l'individu. Et il faut remettre à niveau, si vous voulez, les individus sur cette compréhension de leur propre fonctionnement, pour qu'ils soient capables de faire face à ces nouveaux défis technologiques et ces nouveaux défis business. Et c'est pour ça qu'on fait des formations, alors ça c'est autre chose, des certifications intelligence projective sur lesquelles on accueille souvent des DRH ou des directeurs généraux qui ont besoin effectivement de comprendre, si vous voulez, ce nouveau mode de fonctionnement. C'est une évolution sociétale, c'est une nouvelle révolution quelque part. C'est une révolution philosophique parce que les individus en apprennent plus, en connaissent plus sur leur fonctionnement personnel et sur le fonctionnement du monde qui les entoure. Donc ça, c'est de la philosophie. C'est qu'est-ce que je comprends de moi-même et qu'est-ce que je comprends du monde qui m'entoure et comment je fais le lien entre les deux. Et puis, c'est une réappropriation du temps parce que tout ça se joue dans le temps. Quand on est en intelligence projective, on sait que on a le temps qu'on a consacré, c'est certes à être efficace dans l'entreprise, mais c'est aussi à récupérer la bonne information qui va me permettre de m'adapter au quotidien et de faire de la projection à 1 an, 2 ans, 3 ans.
Donc, c'est cette réappropriation du temps qui est tout à fait fondamentale et qu'on ne peut faire que si on est en capacité d'aller chercher les bonnes informations qui nous permettent d'être en projectif. Alors, il y a Delphine qui demande comment faire adhérer les membres d'un CODIR lorsque ceux-ci rencontrent un succès business avec un mode de management command and control depuis plusieurs années et sans turnover ou presque. Oui, alors ça c'est aussi intéressant, c'est super hein, si ça fonctionne comme ça. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que si vous fonctionnez sur ce mode-là, c'est parce que effectivement vous avez un business qui est booming, hein, vous êtes dans une phase de très fort développement. C'est parfait. À un moment donné, ça correspond à une phase de développement d'une entreprise. En général, c'est une phase qui dure 10 ans. Et ensuite, après, il faut sans cesse retrouver de l'innovation, hein, si vous voulez que ça continue à durer. Cette phase d'innovation, certes, il y a des cellules recherche et développement qui sont en place, mais à un moment donné, l'innovation, vous allez la trouver auprès des individus eux-mêmes, hein, auprès des salariés. Et tout ce gisement de créativité et d'innovation, vous ne l'avez pas forcément quand vous êtes dans du command and control. Donc, quand vous êtes successful au niveau business, vous serez encore plus successful si vous l'êtes en management. Si vous les êtes, alors on parle beaucoup d'entreprises libérées, c'est un grand mot, hein, mais en fait, il y a une possibilité d'être encore plus performant si on accompagne l'autonomie des gens, hein, et pas uniquement si on est dans du command and control. Ce sont des phases historiques de développement d'entreprise où le command and control, ça fonctionne quand on a une forte innovation et qu'on surfe dessus. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, ce serait intéressant de le savoir, mais à un moment donné, c'est plus suffisant. Voilà, moi, l'analyse que j'en aurais. En général, c'est des phases qui durent une dizaine d'années. Hein. C'est très étudié, les conseils d'administration connaissent très bien ça. Il y a 3 grandes phases. Il y a une phase d'innovation sur laquelle effectivement on surfe. Il y a une phase de professionnalisation, il ne faut pas oublier de faire de la recherche et du développement. Et puis après, il y a une phase de réorganisation, de redéveloppement. Et ça s'étale sur une trentaine d'années. Les conseils d'administration connaissent très bien ça. C'est pour ça qu'ils mettent des profils de direction générale ad hoc, parce que ce n'est pas les mêmes directeurs généraux qui font du développement d'innovation, de la professionnalisation, de la réorganisation, du redéveloppement. Alors, du coup, il y a une question. Alors Isabelle, révolution philosophique ramenée au monde du travail. Quels sont les leviers actionnés pour convaincre une direction à oser ce mode de fonctionnement et quel impact par rapport à la souffrance au travail? Ah oui, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. Ramener au monde du Alors, d'abord, révolution philosophique ramenée au monde du travail. Quels sont les leviers actionnés pour convaincre une direction à oser ce mode de fonctionnement? Écoutez, l'expérience qu'on en a, c'est bien souvent des rencontres avec les directeurs généraux où ils vont découvrir, si vous voulez, le concept, l'approche, et ça va les intéresser aussi à titre personnel et ça va interroger leur philosophie de l'exercice de leur responsabilité de direction générale. Et ça leur donne des clés de compréhension. Je peux vous assurer que le nombre de directeurs généraux qu'on voit et qui sont très perdus philosophiquement dans l'exercice de responsabilité. Et donc, ça les renforce dans cet exercice. Donc voilà, il faut déjà que la direction générale soit effectivement convaincue. Quels sont les leviers actionnés pour convaincre une direction à oser ce mode de fonctionnement? Oui, donc ça, il faut le rencontrer. Mais c'est quand même très dans l'air du temps. Hein. Un des principaux leviers que vous pouvez leur donner, c'est les programmes pédagogiques des grandes écoles de groupe 1 aujourd'hui. Les grandes écoles de groupe 1 aujourd'hui, vous pouvez aller sur le bouquin de Bernard Beltante, là, qui est le directeur général de l'EM Lyon, qui vous explique très clairement, alors ça on le voit dans le programme de certification intelligence projective, sur un jour et demi qu'on fait, mais on le donne, mais où la moitié de la pédagogie aujourd'hui dans les grandes écoles, à 50%, c'est sur du soft skills, c'est-à-dire sur tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est pas sur du hard skills, c'est-à-dire des compétences. Un des 4 axes prioritaires aujourd'hui de l'EM Lyon, c'est d'accompagner les étudiants à être entrepreneurs d'eux-mêmes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Être entrepreneur de soi, c'est donner du sens, c'est être en intelligence projective. Donc, au plus on connaît son mode de fonctionnement, au plus on avance. Si les grandes écoles aujourd'hui sont à 50% sur du soft skills, c'est pas pour rien. Demain, le directeur général, il aura à manager des gens qui fonctionnent comme ça. Donc ça peut être éventuellement un angle de
pour convaincre une direction générale. Maintenant, vous avez quand même tout ce qui est entreprise libérée, tout ce qui est bien-être au travail. Tout ça, c'est de la psychologie positive. La psychologie positive, elle vient pas de nulle part. Elle vient de tous ces travaux initiés sur la côte ouest des États-Unis, sur tout ce qui est théorie socio-cognitive, sur la compréhension du fonctionnement des individus. Un directeur général, il a besoin d'être alimenté philosophiquement, il a besoin de se ressourcer. Tout ça, ce sont des choses qu'on vous donne, mais lorsque on fait les certifications intelligence projective. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y avait et quel impact par rapport à la souffrance au travail de l'intelligence projective? C'est très important, parce qu'en intelligence projective, le manager va comprendre, si vous voulez, le rôle de l'émotion dans ses équipes, et il va comprendre à un moment donné, ça va fortement le déculpabiliser. Je pourrais aussi vous donner de l'exemple là-dessus, mais on lui explique qu'un même individu va pas réagir de la même, deux individus différents vont pas réagir de la même façon à un même événement. Ça dépend de son historique personnel, de son histoire. Il a un cerveau singulier. On a tous un cerveau, mais on a des cerveaux singuliers. Là, ça permet de comprendre, si vous voulez, que y en a qui souffrent plus que d'autres, et que ça relève aussi de leur histoire personnelle. Donc, si le manager a besoin de comprendre ça, sinon il va se sentir coupable ou il va dételer, il va se dire je ne sais plus quoi faire. Donc, et là, on a des managers qui sont découragés ou qui ne font plus que du reporting ou du command and control. Je ne sais pas si j'ai pu vous répondre comme vous le souhaitiez là sur les questions. Il y a d'autres questions, Michael, si on va un petit peu plus loin. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut peut-être passer au planning. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est s'il n'y a pas d'autres questions, enfin je vous remercie, c'est des questions très intéressantes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser avec Frédéric qui va vous donner les plannings des formations. Merci, au revoir. Alors, en termes de dérouler, comment se passe une certification? Il y a 2 jours de formation dans lequel vous allez revoir en détail les différents concepts que Jean-Louis vous a présentés et également les mises en application que nous avons pu mettre en œuvre et que Philippe a abordé tout à l'heure. On a planifié toute une session, tout un planning à la fois sur 2016 et 2017. Donc, on va vous envoyer la présentation. D'une part, que vous ayez le contenu de ce qui vous a été exposé. D'autre part, pour les personnes qui auraient des questions complémentaires par rapport à cette présentation, vous avez mes coordonnées à la fin du PowerPoint. N'hésitez pas à nous solliciter. Je transmettrai vos questions à Jean-Louis qui pourra, si vous le souhaitez, reprendre rendez-vous avec vous, soit par téléphone, soit on peut venir vous rencontrer et en parler par rapport au contexte dans lequel vous évoluez tous. Alors, il y a une question. Alors, il y a deux questions. Il y a une question de Delphine qui dit « Tout commence finalement avec le respect de l'autre, sa confiance en ses capacités et l'ouverture sur ses appétences. » Oui, alors il y a une question de Delphine, là. Tout commence finalement avec le respect de l'autre, la confiance en ses capacités et l'ouverture sur ses appétences. Donc, oui, alors bien évidemment, on est dans des enjeux de découverte du respect, mais il faut bien se faire respecter quand on est manager, il faut déjà respecter les autres. Mais pour bien respecter les autres, il faut se respecter soi. C'est un cercle, c'est une combinatoire vertueuse, si vous voulez, et on ne peut se respecter qu'à partir du moment où on se connaît. Et aujourd'hui, ce que nous proposent les avancées des sciences humaines, c'est et plus que sciences humaines, des sciences, parce qu'on fait l'intégration de tout ça aujourd'hui, c'est de comprendre effectivement notre mode de fonctionnement. Et tant qu'on ne le comprend pas, on ne peut pas être dans une case, on ne peut pas être dans une incantation sur le respect. Si je ne comprends pas pourquoi je fais les choses, je vais les faire certes, mais je ne vais pas forcément les faire bien. On est dans de la règle d'or. Et la règle d'or, à un moment donné, ça a ses limites. Donc, effectivement, on est là-dedans. Alors, vous parlez d'autre chose qui est très intéressante, qui est l'appétence.
Alors l'appétence, écoutez, c'est tout à fait fondamental. Si vous reprenez également les travaux de Bernard Beltante, là, le DG de l'EM Lyon, il vous parle qu'être entrepreneur de soi, c'est savoir identifier ses talents et les faire et pouvoir les utiliser avec joie. C'est tout à fait important, c'est là qu'on fait le point avec la psychologie positive. On est exactement là-dedans, mais c'est ce qui permet aussi de faire des mobilités osées dans des enjeux de transformation forts. Mais pour ça, il faut laisser du temps et de la méthodologie aux individus pour pouvoir non seulement réfléchir et découvrir ce pourquoi ils sont bons et ce qu'ils auraient envie de faire, et pour pouvoir investiguer de quelle façon prendre les responsabilités pour lesquelles ils ont de l'appétence. Et puis, il faut que l'entreprise elle soit capable de faire des mobilités osées, de les accompagner avec des programmes de formation. Donc, effectivement, on est tout à fait là-dedans, c'est tout à fait la modernité et cette modernité dont vous parlez, d'appétence, vous savez, c'est quelque chose de très neuf. Hein. Ça fait un an qu'on en parle. Hein. Donc, effectivement, vous êtes complètement dedans, là. Il y a d'autres... Oui, il y a Michel qui demande de clarifier formation et certification. Clarifier formation et certification. Alors, certification, c'est formation. Vous avez une formation avec une évaluation à la fin où on vous demande effectivement est-ce que vous êtes satisfait de la formation. On peut éventuellement essayer de mesurer les progrès de la personne. Systématiquement, une certification, vous avez un petit examen à la fin qui permet de valider l'appropriation des principaux concepts. Tout l'intérêt d'être manager certifié IP, c'est aussi de créer une communauté à l'intérieur de l'entreprise, d'accompagner un projet RH, et donc les gens se reconnaissent entre eux comme ayant suivi le même programme, qu'ils puissent être fiers de la découverte qu'ils ont fait et qu'ils puissent échanger, reconnaître des pairs autour d'eux. Donc, ça booste une cohésion de population managériale. C'est pourtant une grande source de motivation, sinon la seule qui soit profonde, Delphine. Alors, c'était par rapport aux appétences, j'imagine que vous dites ça, évidemment. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, quand vous parlez de la confiance en ses capacités et l'ouverture sur ses appétences, la confiance en ses capacités, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle qui est développé par Bandura. C'est être capable de constater à un moment donné qu'on peut faire un travail et qu'on peut le faire bien. Il y a certains jobs certains éléments qu'on est capable de très bien faire. C'est ce qui renforce le sentiment d'efficacité personnelle. C'est un peu différent de l'estime de soi. Mais c'est effectivement un élément qu'on travaille parce qu'en plus des 4 piliers fondamentaux de l'agentivité qu'on a vu tout à l'heure, vous avez 2 choses très importantes qui sont le SEP, le sentiment d'efficacité personnelle, dont on vient de parler, et également la vicariance. La vicariance, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de l'expérience des autres. C'est pour ça qu'il faut des employés digitaux qui soient capables de se débrouiller sur Internet et d'aller prendre de l'information ou d'utiliser leur réseau. C'est qu'est-ce que je peux apprendre de l'expérience des autres. Il faut qu'on ait des salariés qui soient motivés, qui soient capables d'aller chercher de l'information auprès des autres pour déterminer leur motivation. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est aussi la confiance que nous devons avoir, Delphine. C'est aussi la confiance que nous devons avoir dans la capacité des gens à comprendre ces logiques. Il faut cesser de penser que tout cela est réservé à une élite, mais parfaitement. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est en train d'être perfusé dans les grandes écoles, tout ça, mais demain, et même déjà un petit peu aujourd'hui, on l'utilise à la maternelle, on l'utilise dans les écoles. C'est comment on développe cette capacité de réflexion dès le plus jeune âge. C'est cognitif, c'est du savoir, ça s'apprend. Donc, c'est pas du tout réservé à une élite, ça c'est tout à fait clair. Nous, on accompagne là sur un processus de construction de projet professionnel, le F3P, en intelligence projective des gens, mais de tout niveau. On a des F3P exécutifs, on a des F3P qui concernent des employés qui ont des niveaux de formation qui sont très bas et qui fonctionnent très bien et qui sont d'une richesse spectaculaire.
Donc, c'est pas du tout réservé à une élite. Tout l'enjeu, c'est de vulgariser tout ça. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, je crois qu'on a toujours 19 personnes en ligne. Si vous avez d'autres questions à votre disposition, hein. On est vraiment, hein, sur cette division-là d'un savoir du fonctionnement des individus. Ça ne suffit pas de connaître techniquement comment fonctionne Excel, comment fonctionnent des outils. On a besoin d'en connaître plus sur nos propres fonctionnements, de ça les développer, de la maîtrise d'outils. Et c'est ce qui fonde la performance individuelle et collective. Il y a vraiment une solidarité individuelle et collective. Il n'y a pas de futur individuel sans futur collectif, et il n'y a pas de futur collectif sans futur individuel. C'est la responsabilité de l'entreprise, au travers des DRH, des managers, des DG, de bien fluidifier ces échanges entre le collectif et l'individu en reconnaissant comment fonctionne l'individu. L'intelligence projective, elle est à la fois du côté de l'individu et du côté du vif. Hein. C'est modification de nos paradigmes. Oui, alors, Delphine, sur la modification de nos paradigmes, là, c'est ce qu'on voit en certification intelligence projective, mais également en certification manager IP. Si vous avez besoin d'aller chercher l'élément là-dessus, c'est Lynn McTaggart qui nous engage, hein, sur ces changements de paradigme. Elle en nomme 6 ou 7, je ne sais plus, où on voit bien cette différence de ce changement de référence qui donne de l'autonomie, qui reconnaît de l'autonomie aux individus et qui nous permet de tous fonctionner mieux collectivement. Et elle nous engage à ça. C'est une journaliste qui est la personne qui vend le plus de livres en management depuis 10 ans aux États-Unis, Lynn McTaggart. Elle a fait des vidéos aussi, elle est très branchée aussi sur tout ce qui est psychologie positive et sur tout ce qui est santé, puisque les deux sont liés. Hein, des salariés en bonne santé sont des salariés qui sont performants, en bonne santé physique et en bonne santé morale. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne crois pas. Non, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va vous libérer pour aller déjeuner. 12h06. Hein. Écoutez, vous avez le calendrier là, donc des sessions de formation. Si vous êtes intéressé, Frédéric Suissal est à votre disposition chez nous. Et on va vous renvoyer le PowerPoint, et puis n'hésitez pas à nous contacter. Hein, si vous avez besoin de plus de précision, ou si vous avez besoin également, hein, de convaincre des directions générales, des CODIR, on pourra donner des retours d'expérience sur des structures qu'on a accompagnées au maximum à 3600 personnes. Donc voilà. Et ben écoutez, on vous souhaite un bon appétit et on va vous quitter, Lucas, Philippe et Frédéric et moi. Merci, à très bientôt et à votre disposition. Au revoir.